Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accelerationdigitale.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Emna Evrard. Bonjour Emna. Bonjour à tous. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de te recevoir. Tu es une jeune entrepreneur, tu as fondé en 2016 Casidomi, une société qui emploie 27 salariés à travers la France et la Belgique. C'est un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits bio et sains, livrés en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Votre grande force, c'est de proposer une sélection de produits bio et sains à prix accessible grâce à un système d'abonnement à 100 € qui permet de recevoir immédiatement des réductions de 20 à 50% sur tous les produits vendus sur le site. Et évidemment, on rappelle à nos auditeurs que tu as 27 ans et que tu as fondé en Casidomi en 2016, donc le calcul est rapide. Cette boîte, c'est ton premier job et tu l'as fondée quand tu étais encore étudiante. Alors sur le papier, ton parcours d'entrepreneur fait rêver, mais dans Next Step, on aime creuser et aller un peu plus loin. Si tu devais déjà pointer peut-être les 3 réussites dont tu es la plus fière depuis le lancement. Oui. La première, je dirais que c'est l'équipe. Aujourd'hui, quand je vois 27 personnes devant moi qui je donne du travail, qui sont motivées, qui sont épanouies, qui créent énormément de valeur pour une entreprise qui fait du sens, ça fait rêver, ça c'est sûr. Donc je dirais que ça c'est vraiment la première chose. Ensuite, il y a notre entrepôt. Aujourd'hui, on a 2000 m² d'entrepôt dans lesquels on voit tous nos produits, y compris notre marque propre qui représente 150 produits différents de l'alimentaire, des cosmétiques, des compléments alimentaires. Et donc voir quelque chose de concret qui change un petit peu de la plateforme IT que tout le monde voit, mais voir qu'est-ce qu'il y a derrière, de voir tous ces milliers de produits, tout cet espace, toutes ces petites fourmis qui travaillent à longueur de journée, voir les commandes qui se préparent, etc. C'est aussi quelque chose de très inspirant. Combien de produits en tout ? On a 3500 produits. Et 250 de la marque propre. 250 de la marque propre. Qui représente, je crois, pas mal de bénéfices, enfin des ventes aussi, c'est ça ? Oui. Aujourd'hui, elle représente 15% du chiffre d'affaires, la marque propre. Oui. Très bien. Donc, belle fierté. Et alors, je dirais la dernière chose, c'est quelque chose d'assez récent et c'est plus personnel. C'est le passage du rôle de l'entrepreneur au manager. En fait, au début, quand on lance sa boîte, on est très fort dans l'opérationnel, on met plein de choses en place, on est très créatif, il y a plein de challenges, etc. Et puis petit à petit, on embauche des gens. Et en fait, la ressource la plus importante dans l'entreprise, ça devient des personnes, parce que c'est eux qui vont créer cette valeur, construire l'entreprise, faire en sorte qu'elles grandissent correctement, dans la bonne direction. Et ces personnes, il faut les motiver, il faut leur donner du feedback, leur donner du support, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que petit à petit, mon rôle évolue de celui de l'entrepreneuse de départ qui mettait les mains dans le cambouis à une personne qui doit être super humaine, qui doit s'asseoir avec chaque personne individuellement, s'assurer que tout se passe bien, s'assurer qu'elles ont tous les éléments en main pour avoir le support nécessaire pour évoluer. Et c'est quelque chose qui te plaît, cette transition, ce nouveau rôle ? C'est quelque chose qui me plaît, oui, mais où j'ai encore beaucoup à apprendre parce que j'ai moi-même jamais eu de manager. Et donc, quand on n'a pas eu de manager, c'est pas forcément inné de savoir comment s'y prendre, etc. Donc, j'apprends beaucoup aujourd'hui, et sur le terrain, et dans les bouquins, et en rencontrant d'autres entrepreneurs, etc. Ça, justement, c'est intéressant parce que tu me disais en off tout à l'heure que, justement, vu que tu as commencé en tant qu'étudiante, tu n'as jamais eu vraiment d'expérience professionnelle, de mentor directement, et donc que tu as beaucoup puisé ton inspiration et ton savoir dans les livres. Oui, beaucoup dans les livres. J'ai eu pas mal de mentors. Ça, j'ai eu de la chance. Je suis vraiment tombée sur des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont beaucoup aidée, qui ont consacré du temps au projet, qui m'ont dit « Emna, ce que tu as dans ta tête, c'est un chouette projet, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux concrétiser tout ça. » Et ça, c'est important. Et ces mentors, tu les as trouvés où ? Les mentors, je les ai trouvés notamment dans mon université. Olivier Whitmer, qui était mon promoteur de mémoire, qui était dont le sujet était Casidomi et le business plan, et le directeur de Solvay Entrepreneur m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup connecté avec notamment des experts de l'e-commerce, du marketing digital, etc. Il y a le réseau Entreprendre à Bruxelles aussi, dans lequel je suis rentrée, qui a énormément de membres avec un bon savoir, avec de l'expérience, qui sont prêts à aider.
Et puis il y a ma famille. Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir des entrepreneurs, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont aussi indépendants, qui ont cet esprit d'entreprendre. Et qui m'ont jamais dit, écoute, quand tu sors de l'université, il faut que tu trouves un travail directement dans une grosse boîte, il faut que tu partes de la maison. Ils m'ont dit, écoute, on va te soutenir jusqu'au bout, on sait que ça va être dur, mais on sera là. Et donc ça a été vraiment une grande aide. Et à côté de tout ça, forcément, il y a eu les livres. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Il y a énormément de bons bouquins qui ont été rédigés par des CEO, par des entrepreneurs, etc. Tu peux peut-être en citer un ou deux qui t'ont particulièrement marqué? Bien sûr. Dans mon cas, un livre qui est très inspirant, c'est Delivering Happiness de Tony Haij, qui a fondé Zappos. Zappos, c'est un petit peu le Zalando aux US. Zalando a copié Zappos et ça a été une belle réussite d'ailleurs. Et dans mon cas, c'était de l'e-commerce, donc c'était très très parlant de voir que quelqu'un avait construit un site e-commerce comme ça, from scratch. Et aujourd'hui, ça a été racheté par Amazon. C'est un site qui est gigantesque, qui fait des milliards de chiffres d'affaires. Et lui, l'auteur prend beaucoup de temps à expliquer l'importance de la culture de l'entreprise, l'importance d'avoir des valeurs fortes, l'importance d'accorder beaucoup aux clients, d'avoir un projet qui est orienté client, d'avoir une équipe qui est orientée client, etc. Et donc ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour Casidomi. Tu parles d'une équipe orientée client et de l'importance de la culture de l'entreprise. Votre force, tu penses, chez Casidomi, c'est ça? C'est ce que vous donnez aux clients? Oui, c'est notamment une des grosses forces, c'est une des valeurs d'ailleurs. Délivrer vraiment un service non pas satisfaisant aux clients, mais un service incroyable. On a envie que les clients, chaque fois qu'ils aient une interaction avec un membre de l'équipe, se disent « waouh » et pas juste « waouh, c'est normal ». Donc on accorde beaucoup d'importance. On organise des workshops notamment pour pousser chaque personne dans l'équipe à faire de son mieux pour être plus que satisfaisante envers les clients. Donc, vous avez une communauté de combien de personnes à peu près? On a 10 000 personnes qui sont des membres abonnés, donc qui ont acheté l'abonnement sur Casidomi. Et après, sur les réseaux sociaux, on a près de 100 000 personnes qui nous suivent. Comment justement, est-ce que tu peux peut-être donner 2-3 tips pour faire vivre cette communauté? Comment est-ce que vous faites? Parce que vous êtes quand même très fort en Belgique. Oui. Il faut être réactif. Le community management porte bien son nom. Il y a du management derrière tout ça. Il faut répondre aux messages des clients, il faut répondre aux commentaires, il faut prendre le temps. Il faut parfois prendre son téléphone et pas envoyer 15 emails, mais prendre son courage à deux mains et dire en fait, je vais appeler le client, me présenter, donner mon prénom, lui donner du conseil, etc. Donc, très personnalisé. Très personnalisé, oui, exactement. Il y a énormément de contenu aussi. Les gens viennent pas juste sur Casidomi pour acheter. Ils savent que derrière, il y a énormément de recommandations, non seulement sur comment améliorer son mode de vie, sa santé, comment faire du sport, comment mieux dormir, comment éviter d'avoir des migraines, etc. Et donc, on c'est rédige. un vrai lifestyle. Ouais, voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de prôner, en fait. Et combien de personnes sont dédiées à ça dans l'équipe? Alors, on a une équipe de marketing où il y a aujourd'hui 5 personnes, dont une diététicienne qui est aussi là pour vraiment donner des recommandations plus personnalisées aux clients. D'accord. Alors dans ce podcast, on aime célébrer les victoires comme on vient de le faire, mais on aime aussi parler de l'envers du décor, puisqu'on sait tous qu'entreprendre, c'est pas toujours très rose. Est-ce que tu peux peut-être lever le voile un peu sur les difficultés que tu as rencontrées avec Casidomi? Oui. Alors des challenges, il y en a tous les jours. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense que le plus gros challenge pour moi, ça a été les premières embauches. Et le second challenge y est un petit peu lié, mais recruter les bons profils au début quand on n'a pas d'expérience, quand on n'a pas beaucoup d'argent non plus, c'est pas forcément évident. Donc on se tourne de manière générale plus facilement vers des profils juniors qui sortent de l'UNIF, etc. Mais qui sont des profils en fait qui ont besoin d'énormément de support, de coaching, de training. Et au départ, on n'a juste pas le temps d'aller coacher, d'aller prendre suffisamment de temps en fait pour donner des formations, etc. Et on n'a pas forcément nous-mêmes les capacités. Moi, j'étais pas experte en marketing digital, j'étais pas experte en IT, j'étais pas experte en achat. J'ai appris un peu sur le tas, mais aller vraiment former tous ces individus, ça prenait du temps. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte avec l'évolution de la boîte qu'il fallait des profils seniors. Et quand on met des profils seniors,
tout d'un coup dans une boîte et qu'on dit aux profils juniors qui sont là depuis le début, qui ont vécu les moments difficiles, etc., qu'on leur dit maintenant vous avez des managers, c'est pas forcément toujours bien perçu. On questionne un peu le pourquoi du comment, et c'est une étape pas facile parce qu'il faut les garder motivés, il faut les garder dans l'équipe parce que voilà, ils ont quand même acquis beaucoup de connaissances. C'est une petite équipe aussi, donc tout le monde s'entend bien, c'est comme une grande famille, et donc ça je dirais que c'est le premier gros challenge qui est très 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 important parce qu'on a tendance à sous-estimer l'importance de l'humain quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui font leur boîte et qui sont seuls ad vitam aeternam. Il y en a d'autres où voilà, ils ont besoin d'une équipe. C'était dans mon cas et j'ai pas pensé une seule seconde en créant Quasi-Demi que j'allais devoir manager des gens, que j'allais devoir donner du feedback. Ça allait en fait prendre 80% de mon temps. C'était passer du temps avec les employés. Donc quelque chose de super important. Le deuxième challenge, c'est la croissance. C'est une start-up, Quasi-Demi, qui grandit chaque mois, dans laquelle il faut faire toujours plus. Et donc, on n'est jamais rassasié, en fait. Et à peine le mois est terminé, on se dit, OK, génial, on a atteint les objectifs, mais comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ceux du mois prochain ? C'est ça. Donc, c'est un petit peu cette dynamique toujours de... Il faut faire plus, il faut aller plus loin. Et d'instabilité aussi. D'instabilité aussi. Ce qu'il y a, c'est plus parce que c'est hyper excitant, que ça bouge, que quand on arrive à faire plus que le mois précédent, bien c'est génial, c'est encourageant pour l'équipe, etc. Mais d'un autre côté, c'est toujours, OK, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour encore faire mieux ? Et le dernier point, qui est à nouveau un petit peu plus personnel, c'est le fait, en tant qu'entrepreneur, qu'on a l'esprit qui est jamais libre. Et donc, on rentre chez soi, on pense à 10 000 choses qui se sont passées pendant la journée, on rêve de sa boîte. Comment on fait pour déconnecter ? Comment on fait ? Moi, je suis très mauvaise à ça. Honnêtement, aujourd'hui, après 3 ans et demi, je n'ai pas encore trouvé la solution parfaite. Je pense qu'il faut parfois faire des cures digitales et donc se dire, j'arrête de regarder mon téléphone à partir d'une certaine heure. Je vais dans ma chambre, mon téléphone n'est pas dans ma chambre. Quand je me réveille, c'est pas le premier truc que je fais, regarder mes emails, etc. Donc ça nécessite une certaine... il faut le vouloir, clairement, il y a une volonté, une rigueur à mettre en place. Mais ce sont des choses qu'il faut mettre petit à petit en place. Aujourd'hui, c'est pas un énorme problème parce que j'ai pas encore de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas énormément de responsabilités, donc je peux donner tout ce que j'ai entre guillemets pour Quasi-Demi, mais je me rends bien compte qu'à terme c'est pas quelque chose. C'est pas un modèle viable. Un modèle viable, exactement. Je pense que la première fois que j'ai vraiment pris un peu de temps pour déconnecter, c'était la première semaine du mois de janvier où je suis partie une semaine en vacances. J'ai ouvert une fois mon ordinateur sur la semaine et la seule chose qui m'a permis de faire ça, c'est d'avoir un associé sur place qui a pu prendre toutes les décisions à ma place, etc. C'est une chance et un malheur à la fois, mais mon associé, c'est aussi mon compagnon. Oui. Et donc, en général, on part à 2 en vacances et pas séparément. Et là, on a pris la décision de faire chacun une semaine de vacances sur l'année. Et c'est une bonne chose aussi à faire pour pouvoir déconnecter. Souvent, quand on parle, pour terminer peut-être de Quasi-Demi et qu'on te demande un échec, je sais que tu m'en as déjà raconté un, qui est le problème du B2B, B2C et du début de Quasi-Demi. Est-ce que tu peux peut-être revenir rapidement là-dessus et la leçon à tirer de ça ? Oui, alors cet exemple-là, en fait, on a décidé à un moment, après quelques mois, de commencer à attaquer les entreprises. Et donc, on avait développé une offre pour les entreprises où on proposait aux entreprises de commander des snacks sucrés, salés pour la semaine. Et petit à petit, le via a fait qu'on a eu une vingtaine de clients entreprises et le chiffre d'affaires généré par ces entreprises était supérieur au chiffre d'affaires généré avec les clients. Ce qui a fait que petit à petit, on passait plus de temps sur la partie entreprise, moins sur la partie client. Puis à un moment, on est arrivé à un stade où on avait épuisé tous nos contacts directs dans les entreprises et où en fait, c'était plus si facile que ça d'aller faire grandir le chiffre d'affaires. Et on s'est dit, mince, en attendant, toute la partie B2C, on l'a un petit peu laissé à l'abandon, on l'a négligé, et donc la croissance est plus là, alors que là, il y a vraiment du potentiel. Et donc, on a dû prendre la décision de fermer complètement la partie B2B, ce qui n'était pas quelque chose de facile parce que voilà, on avait pris le temps de mettre les choses en place, on avait établi des relations avec certaines boîtes, etc. Et donc, on a dit, OK, soyons focus, on remet le paquet sur la partie B2C, on abandonne le B2B pour le moment. Au début, c'est super important d'avoir un combat, et là, il y en avait 2.
avoir des sales qui vendent aux entreprises, c'est pas la même chose qu'avoir des digital marketeurs qui vont faire en sorte qu'il y ait des nouveaux clients chaque jour qui achètent sur une plateforme e-commerce. Et donc voilà. Donc ne pas s'éparpiller. Très bien. Ouais. Écoute, merci pour cette première partie. Maintenant, c'est à Tariq. Merci. Merci. Emna, tu es un ovni. Je suis ravi, je t'ai jamais rencontré, mais tu es un véritable ovni. Donc je vais essayer de te comprendre, tu vois. Je sais pas comment je vais le prendre. C'est un compliment. La première chose, c'est tu as fait des études, donc tu dis à l'ULB. Ouais. Et on dit souvent que les grands entrepreneurs sont des cancres qui n'ont pas fait l'UNIF, tu vois, et je pense que c'est souvent vrai. Et quand je te regarde, si je vois ton parcours entrepreneurial et que je devais te donner une cote, ce serait la plus grande distinction et une félicitation du jury. Voilà, ça c'est assez facile à dire sur la base de ton parcours après l'UNIF. Mais je me demande quel type d'étudiant tu étais et comment tu as vécu ton parcours scolaire. Oui. Alors j'ai un parcours un peu spécial. À 12 ans, je savais déjà que je voulais être entrepreneur. Je le criais déjà sur tous les toits dans ma famille. Et certains en rigolaient, d'autres savaient que j'étais sérieuse. Et donc j'ai commencé à réfléchir à un projet entrepreneurial très très jeune. Et c'est comme ça que j'ai décidé à 18 ans de m'inscrire dans une école de commerce pour vraiment avoir en fait le bagage nécessaire pour lancer ma boîte. Ce qui a fait que j'ai pris des choix assez stratégiques au niveau des cours, etc., que j'étais très, très studieuse, très rigoureuse pour tous les cours où je savais que plus tard ça allait me servir à quelque chose. Je l'étais un peu moins pour les autres, même si voilà, j'ai toujours été une élève assez assidue qui venait aux cours, une bosseuse, etc. Mais il y avait certains cours pour lesquels j'avais une petite préférence. Et puis assez rapidement, pendant mon master, c'était ici à Solvay, à l'ULB, pendant mon master, c'était un petit peu plus soft que les 3 premières années qui sont réputées pour être de la physique, de la chimie, etc. Donc il faut quand même bien bosser. Le master était un peu plus soft et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis prête. Maintenant, j'entame le parcours de l'entrepreneur et je commence à développer vraiment le business. Et donc, en deuxième année master, la première version du site, qui est loin de ce qu'elle est aujourd'hui, a été mise en ligne. C'était un site très, très basique, développé avec du code peu customisé, avec 350 produits, donc un dixième de ce qu'on a aujourd'hui. Mais les choses ont assez vite évolué. Ouais, donc je soupçonnais ça, que tu avais un côté première de classe, mais première de classe très positif. Ouais. Et j'ai jamais vu ça, des premiers de classe qui réussissent à passer, je veux dire, du bouquin et de la théorie à la pratique et à le faire aussi bien. Parce que finalement, j'ai vu des interviews de toi ou des vidéos, et cette capacité justement de pivoter, de s'adapter, de ne pas maîtriser l'environnement, c'est ça qui est le plus dur. Enfin, moi, je suis passé par là aussi. Et c'est dire, quand tu es bon élève à l'université, tout est maîtrisé. Alors que dans l'entrepreneuriat, rien n'est maîtrisé. Et donc, c'est là... Enfin, je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un qui a l'air d'être à la fois bon élève, enfin, premier de classe, on va dire, et donc, bravo. Enfin, tu vois, voilà, merci. Je pense que ce que j'avais, j'étais pas première de classe, mais j'avais de la rigueur. Oui, j'étais vraiment quelqu'un de rigoureux dans mon travail. Quand je faisais quelque chose et que je me mettais à bosser, je le faisais à fond. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on est entrepreneur. Il faut pas baisser les bras. Il n'y a pas une personne qui va réussir qui va rattraper le coup derrière soi. Non, il faut le faire soi-même. Il faut se former, il faut apprendre, il faut bosser. Les gens qui réussissent sans rien faire, ça n'existe pas, ou alors je ne les ai pas encore rencontrés, mais voilà, il faut vraiment s'y mettre, il faut bosser. Il y a des moments où ça va être dur, il y a des moments où on va travailler et ça va servir à rien, il y en a d'autres où on va moins travailler et là tout d'un coup il va y avoir une énorme surprise. Donc c'est très variable, c'est une montagne russe l'entrepreneuriat, mais il faut bosser. Et tu es d'accord avec moi moi c'est mon expérience et mon opinion qui est de dire il n'y a pas besoin de diplôme pour bien entreprendre, mais en même temps, c'est pas incompatible avec étudier, et que quand bien même on étudie bien, on a du temps pour entreprendre à côté, et que c'est nécessaire, tu vois. Oui. Alors la deuxième facette de l'OVNI, c'est que moi je rencontre des entrepreneurs ou des gens qui veulent le devenir, peut-être 10 par semaine minimum, quoi, depuis des mois et des années. Et je pense qu'il y a 2 choses que tu peux vouloir faire et où tu es quasiment sûr de te planter. Et j'arrête pas de le dire. 1, c'est l'e-commerce en Belgique. Tu as quasiment toutes les chances de te planter. Et 2, c'est de travailler avec ton conjoint. Et toi, tu as fait les 2 et tu as l'air d'avoir réussi. Ouais, j'ai encore beaucoup de... C'est quoi ? Qu'est-ce qui est le plus dur ?
Je pense que l'e-commerce, j'ai la chance, ça se passe très très bien avec mon conjoint. J'ai commencé toute seule, donc j'ai fait 3 ans, un peu moins de 3 ans seule, ce qui m'a vraiment permis de le faire entre guillemets à ma guise, d'appliquer mes idées, etc., de gérer l'équipe seule. Et puis j'ai assez rapidement réalisé que le fait que j'avais jamais eu d'expérience au préalable n'était pas toujours un atout pour moi, et avoir une expertise externe de quelqu'un qui avait déjà été dans une boîte, de quelqu'un qui avait déjà de l'expérience, etc., ça pouvait vraiment être utile. Et donc petit à petit, mon conjoint a commencé à m'aider plus sur le côté pour tout ce qui était meeting stratégique, pour tout ce qui était la partie RH, mise en place de questionnaires de feedback, etc. Puis à un moment, je me suis retournée vers lui et j'ai dit mais en fait tu serais vachement plus épanoui chez Quasi-Demi, et tu serais vachement utile aussi. Et donc il est venu et ça s'est très très bien passé. On est super complémentaires aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un soulagement d'avoir quelqu'un aussi qui me comprend, parce que voilà, il y avait des moments où c'était dur, et c'est pas toujours quelque chose qui est réalisé de l'autre côté. Aujourd'hui, parfois, il me dit wow, je sais pas comment tu faisais quand c'était avant, alors qu'avant, quand je me plaignais de temps en temps parce qu'il y avait l'un ou l'autre souci, c'était mais c'est pas grave, et il y avait moins de compréhension. Donc en fait, ça nous a renforcés et dans notre couple et sur le plan professionnel, parce qu'on est complémentaires, que voilà, le travail est mieux fait, que les décisions, quand il y a quelqu'un d'autre, elles sont plus challengées, etc. Et puis sur le plan privé, aujourd'hui, on a plein de choses à partager, on se comprend mieux, et donc c'est génial. Et après, pour l'autre point qui... Réussir l'e-commerce. Ouais, réussir l'e-commerce, c'est vrai que c'est pas facile. Je connais d'ailleurs très peu de sites e-commerce belges qui ont vraiment bien réussi. Moi, je dis que toutes les règles peuvent être violées, et à tous les principes, il y a des exceptions. Et toi, à mon avis, tu es clairement l'exception. Mais on peut vivre et croître dans l'e-commerce. On est venu avec un business model novateur. Je pense que si on avait développé un site e-commerce classique qui vendait juste des produits comme ça sur Internet, je sais pas si aujourd'hui je serais en train de parler avec vous. Par contre, après quelques mois, on a vite réalisé quels étaient les soucis liés à l'e-commerce. Le premier souci, c'était la rétention des clients. Et le second, c'était les paniers d'achat qui n'étaient pas suffisamment élevés et qui, du coup, ne couvraient pas les frais de port. Et donc, les commandes, il y avait des produits qui étaient envoyés à perte, en fait, si on comptait les frais de port, etc. Ouais, coût d'acquisition, on en a parlé. Toutes les semaines, donc... je donne des formations en marketing, et toutes les semaines, je dis réfléchissez à comment adapter votre business model au digital. Et je parle tout le temps de ça, et je dis ça n'a rien à voir avec faire une app. Et c'est exactement ça, je leur parle de ce on-demand d'économie. Et je veux dire, toi, tu es vraiment l'exemple parfait de dire on fait de l'e-commerce, mais le fait de dire 100 € par an d'abonnement, ça change toute la donne. Oui, clairement. Et c'est pas, quand tu penses, c'est pas un truc... ça paraît bête. Pour la majorité des gens, tu vas leur dire t'as pensé à demander 100 € d'abonnement annuel ? Non. Et ils n'ont pas l'impression que ça va les sauver. Mais non, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. C'est juste nous, on s'est rendu compte de ça. C'est révolutionnaire parce que ça rend le business model tenable. Viable. Oui, ça c'est sûr. On a mis ce système-là en place. Et non seulement, dès le premier achat, le client était rentable parce qu'on avait déjà ces 100 € avant même qu'il y ait un achat. Et puis, on a réussi à maintenir le client, parce qu'à partir du moment où les gens ont fait une dépense... Tu règles 2 problèmes en un, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et puis, donc, le souci de la rétention a été réglé parce que les gens veulent revenir chez nous. Et puis, le souci des paniers moyens, pareil, les gens ont voulu concentrer tous leurs achats chez nous et plus aller faire leurs courses ailleurs, parce qu'à partir du moment où ils ont des réductions sur Quasi-Demi, pourquoi aller dans d'autres supermarchés? Et donc les paniers d'achat ont triplé, la récurrence elle a été divisée, on est passé de 3 mois à aujourd'hui 1 mois et demi. Il n'y a que des produits secs, donc 1 mois et demi c'est bien pour le sec, mais donc ça a réglé tous ces problèmes là. Mais il a fallu à un moment se dire il y a un souci, c'est pas viable, il faut qu'on change quelque chose. Ce qui me semble remarquable aussi quand on voit ton parcours, c'est sa vitesse, pas spécialement la croissance, mais c'est-à-dire, tu racontes au début, j'ai essayé d'apprendre, tu connaissais rien ni en tech ni en marketing, j'ai essayé d'apprendre à coder mon premier site web, puis je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Tu l'as fait faire par ton prof, c'est ça? Non, c'est une chouette histoire d'ailleurs. C'est ta capacité à commencer de zéro dans ta chambre. Et puis, après, j'ai un entrepôt, quelqu'un qui gère la logistique, puis j'ouvre mon propre entrepôt. Enfin, c'est en 3 ans, tu es passé de l'artisanat bricolage, et on a l'impression que tu es très 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 vite capable de déléguer. C'est ce que tu disais au début. Mais à la fois de te confronter au truc, de déléguer, et puis de changer chaque fois très rapidement. Enfin, ça, c'est...
Ouais. En quelques années, tu as réussi à le faire chaque année, quoi. Ouais, clairement, mais j'ai mis les mains dans le cambouis pour tout, que ce soit pour la logistique, l'IT, le marketing digital. Et aujourd'hui, je pense que c'est mon plus gros atout dans l'équipe, c'est que je sais faire le travail de tout le monde et que je suis beaucoup plus à même d'évaluer le temps que ça prend, d'évaluer la qualité de ce que les gens délivrent, parce que j'ai été à un moment à cette place-là et aujourd'hui, je sais aussi les limites des systèmes et assez rapidement juger quand est-ce qu'il faut switcher d'un entrepôt à un autre plus grand, quand il faut switcher d'un service client complètement manuel à un service client dont une partie est automatisée. Mais tout ça, c'est parce que j'ai pas délégué au début et j'ai vraiment compris comment chaque chose fonctionnait. Pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a plein qui essayent de lancer des e-commerce et tu es d'accord avec moi de dire que le marché, il est infini. Oui, donc, il y a pas il y a monopole. Tu vois, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer aujourd'hui, tu vois, sur leurs 3 premiers mois ou leurs 6 premiers mois, c'est quoi les milestones qu'ils doivent atteindre, tu vois, en termes de chiffre d'affaires ou de quantité de produits ou de stock? C'est quoi, je veux dire, dans l'e-commerce. Qu'est-ce que tu dois... Je veux dire, un site simple qui permet de vendre, tu vois, tu n'as pas besoin d'un truc, une plateforme IT super... tu as un Shopify, je veux dire, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dois atteindre comme milestone en 6 à 9 mois pour te dire que tu es vers quelque chose qui a du sens selon ton expérience? Tu vois, concrètement, quoi, quel chiffre d'affaires, quel nombre de transactions par jour, pour se dire, là, il y a quand même quelque chose qui va ou qui ne va pas. Bon, je pense que le plus important, c'est la croissance. Il faut qu'il y ait de la croissance chaque mois, surtout au début. Il ne faut pas de stagnation. C'est un business qui démarre. Il faut prouver qu'il y a de l'attraction. Et l'attraction, il y en a, mais ça passe par la croissance. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ça dépend forcément de chaque type de business, etc. Je pense que si après 9 mois, on peut avoir une 50aine de transactions par jour, c'est déjà très, très bien. C'est déjà des belles preuves. Les 3 premiers mois, je ne ferai pas trop attention parce que c'est souvent là qu'on se cherche, que justement on pivote, on change de business model, etc. Que la notoriété, ça prend du temps. Développer son awareness, comme on dit, il faut travailler dessus, il faut écrire des articles. Si on fait un site e-commerce, il faut écrire des articles de blog. Il faut le temps que les robots de Google passent sur les articles de blog et que ces articles soient référencés, que du coup la position du site sur les réseaux de recherche soit plus élevée. Tout ça prend du temps. Donc les 3 premiers mois, il faut être très très réactif, il faut mettre plein de choses en place, il faut prendre les bons réflexes directement parce que si on écrit... C'est quoi les bons réflexes ? Par exemple, je prenais l'exemple des articles. Si on écrit pour écrire, sans réfléchir au SEO, à la structure des mots-clés, à la structure de tout ça, c'est un travail qui va être inutile, qu'il va falloir complètement refaire après. Est-ce que tu confirmes, ce que je dis aussi toujours, c'est que le SEO, tu peux l'utiliser pour voir les demandes des gens. Quels produits sont demandés et où. Tu vas voir, t'as pas besoin d'avoir un magasin pour analyser, exploiter ça. Donc ça, il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui de savoir ce que les gens veulent. Et tu utilises quoi ? On utilise notamment Uber Suggest, qui est un très très bon outil pour ça. Analytics énormément. On a Dofinder, qui est une très très bonne plateforme qui est en fait liée au moteur de recherche de notre site. Et donc on voit toutes les requêtes que les gens font sur le site. Et s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de réponse par exemple parce qu'on n'a pas le produit sur le site, eh bien nous on sait aussi qu'il s'agit d'un mot-clé sur lequel il y a une opportunité. Donc c'est autant utile pour les copywriters que pour l'équipe produit, parce qu'ils savent que si un produit a été recherché 50 fois sur le site ce mois-ci, mais qu'on ne l'a pas, eh bien, il a du potentiel. Donc beaucoup d'analyse de données. Je pense qu'au début, il faut vraiment réfléchir, discuter un maximum avec des autres entrepreneurs. C'est eux qui donnent les meilleurs conseils, et sur les choses à ne pas faire, et sur les choses à faire, sur les outils à utiliser, etc. Il faut tester pas mal. Et pour ce qui est logiciel de gestion du customer support et de la téléphonie, tout est in-house ou tu délègues une partie? Et qu'est-ce que tu utilises? Tout est in-house. Pour la téléphonie, on utilise Aircall, qui est super pour vraiment déléguer des appels, dévier. Donc c'est une centrale téléphonique dans le cloud, quoi. Ouais, exactement. C'est super. Il y a plus de facture Proximus ou Belgacom, etc. Et pour le support? Et pour le support, on utilise Zendesk. Ça, c'est important aussi de assez rapidement mettre en place un bon CRM.
pour justement bien connaître le comportement des clients, qui a acheté pour combien, où est-ce que les clients sont situés, pour avoir un historique de tous les points de contact avec ses clients et plugger en fait le service client sur un bon CRM. C'est clé parce que si un client vous contacte, vous savez directement si c'est un bon client, si c'est un mauvais, s'il a déjà fait des plaintes, si c'est un client régulier, où est-ce qu'il vit, etc. Et donc vous pouvez lui adresser un message qui est beaucoup plus pertinent que si vous avez juste un chat sur lequel vous ne savez pas à qui vous parlez, etc. Il y a combien de personnes qui s'occupent du support ? Il y a une personne. Wow. Une seule, mais on a automatisé beaucoup de choses. Magnifique. Bon, alors c'est presque fini, mais avant de finir complètement l'épisode, on a quelques petites questions pour toi. Alors, un conseil qu'on t'a donné et que tu aurais dû suivre ? Je pense que c'est des conseils managériaux. Au tout début, on me disait il faut que tu passes du temps avec les gens. Il faut que un bon manager, ça donne du feedback, ça donne du support, ça donne de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose de très très important. Et au début, j'avais tendance un peu à dire que bon, voilà, tout le monde était dans la même barque et chacun faisait un peu son truc et pas à passer assez de temps. Et je me suis rendu compte assez rapidement que le management, je me répète, mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur l'e-commerce. Le cliché que c'est difficile pour les femmes. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser ? Regarder le back-office avant d'aller dormir. Le livre que tu rêverais d'écrire ? Pourquoi pas Delivering Happiness version quasi-demi. Alors c'est la fin de ce podcast. Merci Emna, merci Tariq, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Emna, merci Lisa, merci tout le monde.